Mesdames et messieurs, bonjour. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, entendez Moël Bénin, a tenu son premier congrès ordinaire le samedi 2 septembre 2023. Ce congrès a accouché de plusieurs résolutions et décisions, résolutions que nous allons d'ailleurs interroger ce matin à la faveur de cet entretien. Avec qui? Ce sera avec le directeur de la cellule juridique du parti Moël Bénin. Je veux nommer Modeste Derhotin, que je m'en vais saluer. Modeste Derhotin, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Je dois préciser aussi que dans la vie, vous êtes docteur en droit public et expert en décentralisation. Bien sûr. Voilà. Nous allons entrer très rapidement dans le vif du sujet. Quelle était l'opportunité de ce premier congrès du parti Moël Bénin et quel bilan en faites-vous au sorti de ces assises? Alors, merci, monsieur le journaliste. L'opportunité, c'était statutaire. Vous voyez, donc, c'est les tests du parti qui ont prévu le congrès ordinaire que nous avons tenu le 2-3 septembre passé. Donc, quel en est le bilan? Je pense que le bilan est très positif, et on s'en est sorti ragayadi. Voilà un peu. Ragayadi à tout point de vue. À tout point de vue, du point de vue d'abord politique, puisque nous sommes un parti politique, du point de vue recommandations prises, du point de vue nouveaux défis que nous nous sommes lancés et que nous devons atteindre. Nous sommes ragayadi aussi du point de vue le futur. Futur que, quand je dis futur, vous suivez mon regard, 2026. Bien sûr, il faut déjà commencer par se positionner et prendre les grandes décisions à ce propos. Voilà un peu. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord, nous allons revenir à 2026 un peu plus tard dans cet entretien. Je le disais à l'introduction, ce congrès a accouché de plusieurs résolutions. On va s'intéresser à quelques-unes de ces résolutions. L'une voudrait par exemple, une relecture de la charte des partis politiques pour, d'après vous, corriger le défaut d'idéologie des partis politiques. Que souhaitez-vous concrètement à ce niveau? D'abord, nous allons d'abord saluer ce code-là des partis politiques. Mais comme vous le savez déjà, lorsqu'on parle de réforme, toute réforme est certainement une solution à un problème identifié. Vous voyez, quand on analyse un peu l'échiquier politique au Bénin, c'est vrai que nous avons fait des avancées avec cette réforme-là, mais aussi je pense que nous sommes à la croisée des chemins, si je puis ainsi m'exprimer, de cette réforme-là, parce que ce n'est qu'à l'épreuve qu'on peut constater les insuffisances et les limites. Je pense que l'une de ces recommandations-là, c'est que les partis doivent avoir une idéologie. Il faut que chaque parti ait une idéologie, une vision. Il ne s'agit plus de venir pour dire nous sommes parti politique. Et puis voilà, qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous défendez en tant que parti politique? Bon, en fait, on peut dire que c'est le b.a.-ba, normalement, en tout cas, qui préside à la création des partis politiques, de façon nominale, en tout cas de façon formelle. La plupart, en tout cas, des grands ensembles ont énuméré quelques idéologies. Est-ce que ce n'est pas un pavé que vous jetez dans la mare des autres partis politiques, et ce faisant, pour vous-même, bon, votre idéologie n'est pas si remarquable que ça. Donc, on veut bien comprendre le fondement de cette préoccupation. Non, je pense que quand on parle d'idéologie, ce n'est pas qu'une affirmation. C'est de ça que nous parlons. Si c'est juste sur le papier, si c'est juste pour affirmer, tout le monde peut affirmer. Sauf que il faut aller au-delà de l'affirmation. Il faut aller au-delà des intentions. Vous voyez, lorsque vous défendez, aujourd'hui, quand on prend le Moël Bénin, on connaît sa position dans la mouvance. Oui. Sa position critique dans la mouvance. Vous faites partie. Ah oui, est-ce que c'est cette posture critique qui est votre idéologie? Non, pas forcément. Notre idéologie, c'est le social-démocrate, la social-démocratie. Ce qui signifie que nous faisons de la démocratie dans le social. Oui, bon, quand on dit ça, on n'a rien dit. Pardonnez-moi. Très concrètement, comment cela se traduit? Cela se traduit comme, peut-être que je vais dire comme les autres, cela se traduit
par l'approche. C'est-à-dire que le souci des préoccupations de la population. Être en permanence avec la population. Parce que si vous êtes un parti politique et que vous êtes déconnecté de votre population ou des préoccupations de votre population, je pense que vous n'avez pas de raison d'être. C'est vrai qu'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et les essais. D'accord? Mais conquérir les essais au nom de qui? Au nom du peuple. Oui. D'accord? Ce qui nous amène à rejoindre la notion même de la démocratie, qui est l'exercice du pouvoir par le peuple pour le peuple. Vous voyez? Donc, c'est dans cette logique-là que Moël s'inscrit. Et donc, Moël est en permanence en contact avec la population pour refléter ou pour ramener au niveau un peu plus élevé cette préoccupation-là, qui, pour la plupart du temps, reste vraiment pas totalement satisfaite, encore moins connue. Moins connue, je dirais même moins connue. Voilà un peu. Est-ce qu'on a jeté le pavé dans la mare? Non, on ne jette pas le pavé dans la mare, sauf que... Puisque vous demandez que la loi, qu'on puisse aller à une relecture, est-ce que vous pensez réellement que la loi peut se substituer à la volonté des hommes et des femmes qui composent ces partis? Est-ce que la loi peut tout résoudre? Nous sommes dans un pays démocratique oui. et il n'y a que la loi qui puisse donner les grandes lignes. Est-ce que ça peut résoudre? On peut rien faire au-delà de la loi. Oui. Vous voyez? Oui, justement, c'est à cause de ça surtout que je pose ma question. Vous demandez une relecture, que la loi intervienne. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, les partis en tout cas tous les partis, de façon formelle, ont leur école politique, de façon formelle, ont fait connaître leur idéologie. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Que la loi s'assure que cette idéologie soit opérante? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre concrètement qu'est-ce que vous voulez que la loi corrige. C'est ça que je disais tantôt. La loi, lorsqu'elle est éditée, d'accord, il revient aux hommes de mettre en application cette loi-là. Et je dis que l'effectivité ou la mise en œuvre de cette loi-là doit forcément passer par l'action humaine. Il ne suffira pas d'affirmer. Vous voyez, c'est ce que nous disons. S'il faut juste affirmer pour dire nous sommes de tel bord idéologique, nous sommes de tel côté idéologique, ce n'est pas cela ce que nous demandons. Vous voyez, s'il y a beaucoup de choses dans la loi sur lesquelles on va revenir certainement. Vous voyez, mais déjà, il est important qu'il y ait un parti qui tire la sonnette d'alarme, qui s'inquiète sur l'idéologie que véhiculent les partis politiques au Bénin. Voilà. L'autre résolution issue de ce congrès, c'est l'afférente au financement des partis politiques telle qu'elle existe aujourd'hui. Où trouvez-vous l'injustice? Alors l'injustice, elle est flagrante. Ça fait partie des choses à corriger. Dans la loi, vous voyez, un parti politique, c'est au Bénin surtout, sous nos tropiques, sous nos cieux, c'est beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Et lorsque vous voulez compétir, il faut que vous soyez au même pied d'égalité, tout au moins en ce qui concerne les faveurs accordées par la loi. Vous voyez, c'est vrai, on parle de petits partis politiques, de grands partis politiques, mais à l'épreuve, il n'y a plus de petits partis politiques. Nous allons tous à la conquête du même électorat. Et nous avons l'obligation d'utiliser les mêmes moyens, surtout financiers. Oui, simplement la loi a contingenté le financement des partis politiques au nombre d'élus. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas que vous trouvez que voilà, il faut entre griffes partager le magot quand même si vous n'avez pas d'élus? Non, je pense qu'il faut partager. Même si on n'a pas d'élus, il faut partager. Parce que nous sommes dans une course. Ça, on ne le voit pas souvent. On se dit, voilà, les partis, les conditions, comme vous l'avez dit, la loi contingentée. Vous voyez? Et donc, on reste comme ça, on regarde. Alors qu'on a besoin de financement. Les partis politiques ont besoin de financement. Qui que vous soyez, que vous soyez petit parti politique, tout ce que nous demandons, c'est juste qu'on trouve un mécanisme pour que, entre griffes, ce bagou dont vous parlez là, puisse être quand même, pas équitablement, parce qu'il y a des partis qui sont quand même des grands partis, mais au moins on puisse trouver le mécanisme pour trouver quelque chose entre griffes pour les partis qui n'ont pas encore d'élus et qui aspirent à avoir des élus. Et donc, ça passe par les moyens.
Oui, effectivement, mais il y a des moyens de financement alternatifs. On voit les autres partis, il y a des partis qui ont souscrit à des prêts bancaires officiellement déclarés et qui sont allés à la compétition et qui ont pu rembourser, en tout cas, qui ont pu faire face à leurs charges. Je ne sais pas, ce que vous proposez n'est pas un peu trop facile. Non, ce n'est pas facile. Je pense que c'est une justice sociale. C'est une justice sociale en matière politique, simplement. Vous voyez, parce que quoi qu'on dise, c'est d'abord l'argent de l'État, c'est l'argent de nous tous. Ouais. Même si nous sommes dans un domaine compétitif, et c'est surtout cette compétition-là qui nous amène à demander que, au moins les moyens, à défaut d'être égaux ou équitablement répartis, qu'on puisse quand même prévoir quelque chose pour les partis, parce que le parti qui est peut-être appelé petit parti aujourd'hui est appelé à devenir grand. Non, la loi n'a pas qualifié de petit parti. À moins que ce soit vous-même qui vous qualifiez de petit parti. Personne. Non, nous ne sommes pas un petit parti. Justement. Maintenant, je pense qu'il faut être réaliste. Oui. Si on prend les critères tels que élus, nombre d'élus, tout ça, regardez, on ne peut pas dire que nous sommes un très grand parti, les grands partis. Oui, vous voyez, non, on ne se vole pas la face à Moël Bénin. On dit la vérité, on travaille dans la vérité. Donc on dit la vérité. Aujourd'hui, nos moyens. Évidemment, quand on parle de moyens, c'est parce que nous sommes allés à l'épreuve de la compétition. Vous voyez? Et on a tiré des conséquences de cette épreuve-là. Oui. On a trouvé que les moyens qui étaient les nôtres ne nous suffisaient pas d'aller plus loin. Ça, il faut le reconnaître. À côté des grands partis que vous connaissez, je pense que il vaut mieux qu'on en arrive à cette justice-là pour que quand même les partis puissent mieux se sentir. On ne demande pas de faire le partage équitablement, mais quand même trouver le mécanisme nécessaire pour que les autres partis puissent aussi avoir quelques moyens pour... oui, êtes-vous sûr que c'est le manque de moyens qui a été à la base de vos échecs répétitifs, ou du moins c'est l'offre politique que vous avez mise sur la table? Encore une fois, on revient à la question, est-ce que ce n'est pas un peu trop facile? Non, ce n'est pas... Parce que si l'offre politique portait, avec le peu de moyens que vous aviez, vous auriez réussi à glaner des élus. Non, pas d'échec. Ouais. Pour nous, c'est une victoire. C'est une première participation. Et je peux dire que nous ne sommes pas derniers. Nous ne sommes pas avant-derniers non plus. Oui, le plus important, c'est d'avoir des élus. Alors, tous ceux qui n'en ont pas... Pour une première participation, n'oubliez pas que il y a bien avant ces échéances-là, les échéances passées, on n'a pas eu l'occasion d'y participer. Donc, pour une première participation, déjà, la simple participation pour nous, c'est une victoire. Après, ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas du tout gagné d'avance, mais on y est arrivé et on a pu quand même essayer ce qu'on pouvait faire. Non, moyens financiers, non, ce n'est pas le seul, certainement. Ce n'est pas le seul. On ne peut pas tout mettre sur le dos de moyens financiers, mais c'est déterminant en politique et surtout au Bénin. Oui. Mais comment vous êtes arrivé à faire face, en tout cas, à vos dépenses dernièrement? C'est cotisation des partis politiques. Ça, vous n'avez pas me dire que ce que vous avez dépensé sur la cotisation des membres de Moël Bénin. Pour l'essentiel, parce que, vous n'êtes pas membre du parti, sinon si vous étiez parti, vous appartenez, vous restez sur nos forats, vous allez voir comment est-ce qu'on met la pression sur les militants pour cotiser. Cotiser, parce qu'on n'a pas d'autres sources de financement que cela. Voilà, soit. Pour faire prospérer une telle proposition, encore faut-il faire, on va dire, un minimum de consensus autour de cette question pour que ça puisse prospérer. Absolument. Puisque cela dépend très visiblement des forces en présence à l'Assemblée nationale. Absolument. Donc, la question se pose, comment comptez-vous faire prospérer cette proposition bien précise? Vous voyez, c'est déjà courageux d'engager le débat. C'est déjà courageux de marquer sa position. Vous voyez, Moël Bénin est dans une position souvent délicate. Elle appartient à la mouvance présidentielle. Vous voyez, et elle est critique. Oui. C'est en cela que je dis que Moël Bénin a une position très délicate. Elle est critique dans cette même mouvance-là. Oui, mais vous le dites de façon... Vous, entre griffes, permettez-moi, vous inventez presque. En quoi est-ce extraordinaire qu'un parti de la mouvance présidentielle soit critique de l'action? Je n'ai pas souvenance, par exemple, que, on va dire, le chef de la majorité, le président Patrice Talon, ait demandé à ses partis de ne pas être critiques. Donc, quand vous dites, nous sommes critiques. Tout à fait, tout à fait. Oui. Le président Patrice Talon n'a pas interdit à quelqu'un de ne pas être critique. Oui. D'accord? Oui. Mais quand les amis d'en face
ne disent pratiquement rien, il faut quand même qu'il y ait des courageux qui puissent dire et porter. Oui, justement, où est le courage en réalité? Puisque, ne encore une fois, le chef de la majorité ne vous exige pas, le chef de la majorité ne vous exige pas, vous venez de le dire, ne vous contingente pas, ne vous interdit pas de dire ce que vous avez à dire. Donc, d'où vient cette histoire de courage? Oui, cette histoire de courage-là, nous sommes des hommes politiques. C'est nous qui comprenions ce dont on parle. Vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas facile dans la mouvance de dire certaines choses. Pourquoi? On ne l'interdit pas. Personne ne l'interdit. Mais bon, écoutez, nous sommes en politique. Lorsque vous le dites, ça peut se retourner contre vous. C'est là le courage de Moël Bénin. Et de le dire à visage découvert, et de porter des idéaux, et de pouvoir dire, telle loi, ça a des insuffisances. Bon, et qu'il faille corriger. Là, vous faites un peu de langue de bois. Parce que si ce n'est pas courageux, si c'est pas facile de le dire, oui, vous vous exposez à quoi si vous le dites? Non. Ça peut se retourner contre nous aussi. Comment? Dans tous les cas, nous sommes sur un terrain politique. Je vous comprends, cher journaliste. On a envie de savoir. Oui, je suis d'accord avec vous. Encore une fois, le chef de la majorité n'a jamais dit que ce serait à votre risque et péril de critiquer son action. Vous savez, c'est seulement ça qui compte. Vous savez, on pouvait se taire et accompagner et applaudir pour dire c'est bon. On pouvait le faire. Bon, c'est pas ça qu'on vous demande non plus. Ni les populations, ni... oui. Donc, vous allez reconnaître avec nous qu'il y a le courage dont je parle de pouvoir critiquer dans une mouvance, de pouvoir dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, parce que nous sommes des acteurs politiques. Vous voyez, ça a manqué, c'est bon, c'est une analyse, ça a manqué à cette mouvance-là. Vous voyez, et Moël Bénin porte ce flambeau-là pour dire, lorsque ça ne va pas, nous allons le dire à haute voix. Donc, à défaut de l'offre politique, disons que, en tout cas, un marqueur, en tout cas l'offre politique autre que ce que les autres partis, les autres mouvements, les autres blocs de la galaxie présidentielle proposent, votre marqueur principal, c'est ce courage-là dont vous parlez, de critiquer l'action du gouvernement. Non seulement critiquer, mais travailler dans la vérité. C'est ça d'ailleurs notre devise. Travailler dans la vérité, dire la vérité, surtout. Et quand je parlais de courage, c'est aussi arriver à dire la vérité. Vous voyez, ne pas tourner autour du pot, dire ce qu'il en est, et que lorsque c'est mal fait ou lorsque ce n'est pas très bien fait, il faut corriger, il faut avoir le courage de le dire, il faut corriger. Il faut corriger. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, quelles sont vos relations avec les autres membres de la galaxie présidentielle, les autres composants de la galaxie présidentielle? Oh, les relations, écoutez, nous appartenons à une même mouvance. Les relations varient suivant les échéances. Ça va de soi. Lorsqu'il s'agira peut-être d'accompagner, de soutenir, nous l'avons fait même dans le passé aussi. Vous voyez. Donc, je pense que c'est de très bonnes relations. Il n'y a pas d'inquiétude à cela, sauf que nous sommes sur un terrain compétitif et hautement concurrentiel. Et donc, il faut savoir garder ces relations pour en tirer le plus possible. Donc, pour le moment, cette proposition que vous mettez sur la table, cette résolution, vous n'avez pas encore disons, un agenda clair pour la faire prospérer? L'agenda est très clair, il sera dévoilé d'ici là. D'accord. Alors, l'autre résolution issue de ce congrès, disons, tend à proposer la création d'une 25e circonscription électorale, les Béninois de l'étranger. Oui, voilà. Pourquoi ça vous tient si tant à cœur? La raison est très simple. Vous connaissez aussi la raison. Les Béninois, la diaspora, sont des Béninois. Ils ont les mêmes droits. D'accord? Et donc, je pense qu'il faut légiférer dans ce sens pour qu'ils puissent exercer pleinement de tous leurs droits civiques et politiques, notamment le droit de vote. Voilà. Pourquoi pensez-vous, bon, les Béninois de la diaspora, dans certains pays, à l'occasion de la présidentielle, il y a quand même des Béninois de la diaspora qui votent à l'étranger. Bien sûr. Voilà. Comme vous l'avez dit, comme le disait à l'entame, nous sommes dans un pays démocratique, donc on ne gouverne pas la loi. Donc, il faut une loi, on propose qu'il y ait une loi qui officiellement dégage ces circonscriptions-là pour que ces Béninois-là puissent se sentir encore plus Béninois et participer. Parce qu'il y a des États dans lesquels ils n'ont pas pu participer. Voilà, est-ce parce que le parti est enraciné
aussi à l'étranger, dans la diaspora, que vous dites, bon... Au moins, cela vous reconnaissez. Non, je pose la question, parce que... Tout à fait. Ça va de soi que même au-delà de notre enracinement au plan international, et au plan national d'abord, et au plan international, je pense que d'abord, c'est le souci d'une justice sociale, sociale et politique. Les Béninois de l'extérieur sont avant tout des Béninois et doivent jouir des mêmes. Et donc, lorsqu'on ne légifère pas dans ce sens, c'est un peu comme si ça n'oblige pas les gouvernants. Vous voyez, c'est surtout pour ça. Il faut légiférer pour obliger les gouvernants à faire jouir à cette partie des Béninois aux droits dont ils sont titulaires. Déjà, on peut dire que le gouvernement, on va dire, pose des pas de façon régulière. Il y a ce recensement de tous les Béninois à l'étranger, donc on peut supposer que ça participe. Absolument, absolument. Ce qui est d'ailleurs salué déjà, à saluer, mais il en faut davantage. Il en faut davantage. Et pour faire bref, il n'y a que la loi qui puisse contraindre les gouvernants à aller de l'avant. Voilà. Ça fait 3 résolutions, on a parlé de la loi 3 fois. Encore une fois, j'y reviens, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, donc je suppose que ça ne se fera pas avant 2026. Il faudra que vous ayez des élus pour faire prospérer ces résolutions. Vous voyez, nous sommes en politique. On peut ne pas avoir d'élus, mais on peut faire le lobbying nécessaire à ce niveau-là. Parce que, vous voyez, ces résolutions-là, ce n'est pas forcément pour le parti. Vous voyez, c'est pour les Béninois. Quand nous disons 25e circonscription, ce n'est pas pour le parti. Oui. Les autres partis aussi vont en bénéficier. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas que les militants de Moël Bénin à l'extérieur. Oui. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous disons, au besoin, non, est-ce que ça va être après 2026? Je ne sais pas encore. Sauf que nous avons les moyens aujourd'hui de faire le lobbying nécessaire avec nos partenaires de leur côté pour que si quelque chose peut être fait, que cela soit fait. Voilà, tout en précisant que vous dites la vérité et qu'en griffe, applaudissent simplement. Non, je n'ai jamais dit ils applaudissent simplement. Bon, moi, j'ai dit, nous disons la vérité. C'est notre slogan. Quand ils disent nous disons la vérité, c'est juste notre slogan. On travaille dans la vérité. Oui. Voilà. Au niveau du bureau, il y a eu peu de mouvements. Le président Jacques Ayadji a été reconduit. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de statu quo ou bien c'est une équipe qui a bien travaillé, donc on reconduit telle qu'elle? Non, l'équipe a très bien travaillé. Ouais. On ne peut pas... Enfin... Bon. Je laisse la population même en juger par elle-même. Oui, on n'a pas pris les mêmes, on a recommencé, non. Le président Ayadji a été reconduit. Il reviendra au bureau de recomposer davantage. Et je pense que dans les tests, désormais, il y a eu un toilettage énorme dans les tests pour s'adapter, pour prendre les dispositions, pour se mettre dans l'ordre de bataille déjà de 2026. Donc, on a revu pratiquement tout l'arsenal et même les structures du parti, on a tout revu en conséquence. Voilà, concernant le président Jacques Ayadji, on sait que c'est un personnage charismatique, en tout cas, qui intervient beaucoup, qui n'a, comme vous le dites, on peut y souscrire, qui n'a pas peur de dire certaines choses. Comment les autres membres du parti évoluent dans son sillage? Est-ce que son charisme n'étouffe pas quelque peu? Ah non. Parce que on a déploré la personnalisation des partis politiques, mais quand on pense à Moël Bénin, on pense à Jacques Ayadji. Oui, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand on dit Moël Bénin, c'est Jacques Ayadji. Oui. Son charisme ne déteint pas négativement. Et c'est d'ailleurs ce charisme-là qui lui permet d'être ouvert. Oui. Et je vous assure, il ne prend aucune décision sans nous consulter, sans consulter le bureau. Aucune. C'est ensemble on décide. Vous êtes sûr qu'on ne va pas retomber dans les travers de l'ancien système où un parti politique est rattaché, disons, in extenso, à la figure de son leader? Non, je ne crois pas. Mais quoi qu'on dise, un parti politique, c'est d'abord quelqu'un qui porte les idéaux. Et les autres suivent, il faut le reconnaître. Celui qui porte les idéaux, bon, il est charismatique, oui. Certainement qu'il a sa voix qui est prépondérante, qui est déterminante. Donc il porte et vous suivez? Je disais tantôt que son charisme ne déteint pas et que même les décisions, il consulte tout le monde d'abord. Et c'est des discussions que la décision est prise. Il ne prend aucune décision par lui-même.
sauf peut-être les décisions de direction. D'accord? Ça, on peut le reconnaître ça. Mais quant au parti, les décisions concernant le parti, c'est cet ensemble. Je fais partie du Bureau national politique, c'est pourquoi j'en parle. Et je sais comment il travaille, je sais comment il est ouvert, et je sais comment il est simplement charismatique. Charismatique. Voilà. Maintenant, nous allons parler de 2026. Vous l'avez évoqué vous-même. Ça trotte dans toutes les têtes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous parliez de défis. En tout cas, il reste quelques années avant cette grande échéance, les premières élections générales. Alors, en parlant de 2026, comment est-ce que déjà Moël Bénin s'y voit? Ah oui, pourquoi pas. Comme je le disais tantôt, un parti politique, c'est pour conquérir et exercer le pouvoir. Donc, vous n'allez pas, lorsque vous êtes parti politique et vous avez commencé par affronter les échéances, je pense que vous n'allez pas rester derrière les autres échéances. On y sera. Y serez. Comment? C'est le plus important. Comment y serez-vous? Je pense qu'on a deux possibilités. Ouais. Première possibilité, nous pouvons avoir notre candidat. L'autre possibilité, nous allons soutenir le ou les candidats de la mouvance présidentielle, puisque nous faisons partie de la mouvance présidentielle. Voilà les deux possibilités que nous avons. Vous voyez? Et puis, si peut-être on excluait la première possibilité d'avoir un candidat par nous-mêmes, rien ne nous dit pas que la mouvance ne va pas choisir Votre candidat. notre candidat. Donc, nous sommes dans cette posture-là que si on pouvait y aller directement, on va analyser, on va voir les paramètres, on va voir tout ce qui est en jeu. Si on ne peut pas, on va soutenir le ou les candidats de la mouvance présidentielle. Voilà, il n'y a pas que... Bon, ça transparaît bien dans votre réponse. Je n'ai pas parlé, je parle de 2026, je n'ai pas parlé de la présidentielle, je parle des élections générales. Bon, vous vocalisez sur la présidentielle, alors il y a les autres. Je pense donc, ou du moins, c'est ce qui vous importe le plus. Non. Évidemment que les locales législatives, nous y serons, ça fermement, nous y serons. On n'a pas fini de faire notre preuve. Nous y serons fermement. Le parti y sera fermement et en son propre nom. Même sans financement public des partis? Oui, on va pas attendre, on va tout le temps dire on va attendre le financement. Si ça ne venait pas, on fait comment? Nous, on veut aller de l'avant. Nous, on a juste soulevé une insuffisance et une injustice auxquelles on a été confrontés. Si on nous comprend, on nous accompagne dans ce sens, c'est bon. Mais on ne va pas baisser les armes pour dire, bon, il n'y a pas de financement. Donc, non. Un parti, c'est le combat. Nous irons au front, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, toujours au sujet de 2026, il y a cette question de suscitation ou non. Il y a des positions partagées. Quelle est votre position sur cette question? Je pense que j'ai déjà dit la position des partis. Non, suscitation de candidature. Il y a cette question qui fait il faut susciter polémique. Il y a quelques suscitations de quelques mouvements dernièrement. Il y a des positions, en tout cas diverses, sur la question. Le président du parti UP Le Renouveau, à la faveur d'une dernière sortie, a affirmé la position de son parti sur cette question. Quelle est votre position sur cette question? Non, je pense que la liberté, la liberté de choix, d'accord? On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il ne faut pas susciter, il faut susciter parce que quoi qu'on dise, nous sommes à la veille ou à l'avant-veille d'une élection et donc s'il faut susciter, il faut le faire. Si on pense qu'il faut le faire. Et je pense que on ne peut pas interdire cela. Ça fait partie du jeu politique. Vous voyez? Et donc, la position de Moël Bénin est claire là-dessus. On ne peut pas interdire de susciter. S'il y a des velléités, bon, entre griffes, s'il y a des désirs, on peut le faire. Le problème ne se pose pas. On n'a pas une dent contre ça. Il n'y a pas de dent contre ça. D'accord. Alors, ma prochaine question concerne un peu en tout cas l'ensemble de la galaxie présidentielle. Est-ce que, au regard des forces en présence aujourd'hui, tous les partis, on a vu le bloc républicain récemment réaménager son bureau politique. Avant, c'était l'UP le Renouveau. Certainement, vous aussi, vous sortez de votre premier congrès. Est-ce que, et vous soutenez tous l'action du président de la République, est-ce que vous pensez
que 2026, quand on compare avec les autres années, les régimes précédents, que la majorité présidentielle saura être disciplinée pour assurer on va dire, une succession gagnante pour, en tout cas, la galaxie présidentielle, en tout cas l'action du président de la République que vous soutenez. Non, je pense que la mouvance présidentielle n'a pas le choix que d'être disciplinée. Et on n'a pas le choix, puisque nous avons un objectif en commun, vous voyez. Et donc, cette discipline-là, elle doit s'observer, elle s'observe d'ailleurs. Donc, je pense qu'à ce niveau, il ne doit pas avoir assez d'inquiétude à ce niveau. La discipline, c'est d'abord interne, et ensuite interne à la mouvance. Et ensuite, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Je pense que... Vous ne créez pas de déchirement autour de la désignation de telle ou telle personnalité pour pérenniser l'action du président de la République? Je ne peux pas dire non parce que nous sommes en politique. Oui. Tout peut se passer. En politique, tout peut se passer. Donc, je ne peux pas dire non. Mais je pense que vous avez bien fait de dire de la discipline. Aujourd'hui, cette discipline-là doit être observée et respectée. Vous pensez que ce n'est pas tout à fait le cas? Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui? C'est bien le cas. Je pense que jusque-là, il n'y a pas encore eu d'autres mouvements en notre sein qu'on pourrait, à qui on pourrait qualifier de peut-être dissident. Non, je ne crois pas. Donc, à mon niveau, je pense que le point ne se pose pas. Cette discipline est là, notre leader charismatique est là, et donc je pense que non, il n'y aura pas cette inquiétude dont vous parlez. Voilà. Nous fermons ce chapitre, on va dire, politique. Rassurez-vous, nous allons toujours continuer par parler de politique, mais un autre cas, nous allons venir au cas, ce qu'on peut appeler le problème nigérien. Hier même, le principal parti d'opposition, les démocrates, ont une idée d'organiser un meeting pour ce qu'ils appellent protester contre la guerre que voudrait mener la CEDEAO et le Bénin à ce pays frère. Avant de vous prononcer sur cette initiative bien précisément, quelle est selon vous la responsabilité que doivent avoir les partis politiques, tout camp confondu, dans cette situation bien précise? Oui, je pense que la position des partis politiques, je ne vais pas dire doit être unanime, puisque nous sommes en démocratie et donc il est autorisé les voix divergentes. D'accord? On ne peut pas dire qu'à l'unanimité, tous les partis doivent vous soutenir. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, chaque parti est libre d'avoir sa position par rapport à une question de l'État. Au-delà de la condamnation de principe, on peut observer que tous les partis du Bénin ont condamné fermement en tout cas ce coup d'État comme les autres. Mais on sent dans l'opinion, en tout cas même au niveau de certains partis, de certains intellectuels, une envie de nuancer quelque peu les positions qu'ils peuvent avoir, qui tend même à quelque peu normaliser ce qui s'est passé. Comment vous appréciez ce méli-mélo autour de cette question? Vous voyez, c'est normal. Je ne peux pas dire que faut laisser les gens s'exprimer. Ils sont libres de s'exprimer, ils sont libres de dire. Sauf que ici, il s'agit des relations internationales. Sauf que ici, il s'agit, lorsqu'on entre en droit, il s'agit ici des décisions de l'État. Vous voyez? Est-ce que pour les décisions ou les choix de l'État, est-ce qu'il faille faire des meetings pour aller contre? Bon, je ne sais pas, le meeting c'est peut-être aussi un moyen d'expression populaire, mais je pense que le Bénin est dans une position, il n'est pas solitaire le Bénin, il est dans un ensemble. Donc, est-ce qu'on veut aujourd'hui que le Bénin se démarque de cet ensemble-là, sorte de cet ensemble? C'est la grande question. Mais tant que le Bénin ne va pas sortir de cet ensemble-là, on ne peut pas lui dire de ne pas être dans cet ensemble. Donc, je pense que c'est normal que les gens puissent opiner, les gens donnent leur choix, c'est normal, on ne peut pas leur interdire cela. Est-ce qu'on ne peut pas confiner le meeting des démocrates, par exemple, à
volonté, en tout cas une tentation d'instrumentaliser cette question. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ni le Bénin ni la CEDEAO n'ont parlé de guerre contre le Niger. Alors quand on le dit comme ça, est-ce que ce n'est pas instrumentaliser la peur des populations, par exemple? Absolument. Absolument. Je ne sais pas s'ils sont dans leur rôle. Si leur rôle, c'est d'instrumentaliser, bon, allez, on prend hâte. Sauf que je pense qu'ils auraient pu changer de posture. Mais ça va leur difficile parce qu'ils ont toujours gardé cette posture-là de vente en guerre. Mais aujourd'hui, je pense que l'idéal aurait été qu'ils changent de posture et que peut-être qu'on discute au lieu qu'ils aillent en leur propre sens, aller faire des meetings. Il y a des voix plus indiquées, vous voyez. Ce sont des intellectuels dans ce parti-là. Ils ont des voix plus, ils savent bien qu'il y a des voix plus indiquées pour porter leur opinion. Maintenant, s'ils pensent que c'est le meeting qui leur est plus facile, je pense bien qu'ils devaient garder une certaine posture pour ne pas... Parce que comme je le disais, il s'agit des relations internationales. Et si on doit aller plus loin, je vais peut-être vous surprendre en disant que le peuple béninois ne pourra grand-chose. Parce que c'est un choix du gouvernement. Une fois encore, c'est ce que nous appelons un acte de gouvernement. D'accord? En droit, quand on parle d'acte de gouvernement, c'est des actes. Même le Parlement ne peut pas donner une position là-dessus. Surtout en matière de relations internationales. Et ici, bien, ça y est, bel et bien de relations internationales. Vous voyez? Et donc, ça relève des prérogatives du chef de l'État. Bon, on fait un meeting pour ne pas aller en guerre, c'est pas bien grave. Mais si c'est un acte de gouvernement, je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose. D'accord? Ça, c'est côté pur droit. Maintenant, si on veut instrumentaliser cela, on prend acte et on observe. Oui, justement, prendre acte, ce n'est pas là le problème, surtout venant des partis qui soutiennent l'action de ce gouvernement-là bien précisément, parce que quand vous prenez acte, donc vous prenez acte de l'instrumentalisation de la peur des populations. Non, je pense que nous n'allons pas aller dans leur sens. C'est-à-dire aussi aller faire un meeting pour dire on soutient la guerre. On ne va pas dire ça. Vous voyez, comme je l'ai dit, la guerre, elle n'est bonne pour personne. Oui. Elle n'est bonne pour personne. Et donc, si on pouvait encore privilégier les voies de dialogue, on pouvait privilégier les voies de discussion, c'est bon. Mais j'ai l'impression que les gens oublient que le Bénin appartient à une communauté. Et ce sont les décisions de cette communauté-là que le Bénin met en application. Et donc, si on veut changer de posture de position aujourd'hui, on devra demander au Bénin de se retirer de ces instances-là. Et là, le Bénin serait plus libre de faire son choix. Vous voyez, c'est un peu cela. Qu'est-ce qu'on demande au président Talon aujourd'hui? De dire, bon, écoutez, allez, on ne va pas faire la guerre, on va pas suivre les instructions ou les recommandations. Bon, déjà, qu'il n'est pas question de guerre. Encore une fois, est-ce que c'est cette... C'est une intervention. Une intervention militaire. Vous voyez? Ce n'est pas une guerre, mais c'est une intervention militaire. Mais aujourd'hui, les gens oublient que cet ensemble-là, tant qu'on est dans cet ensemble-là, on est obligé de se soumettre à ces décisions-là. Oui. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que c'est de bon cœur que les frontières sont fermées? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est une obligation de solidarité, d'accord, du mouvement dans lequel on est, de la communauté à laquelle on appartient. Vous voyez? Donc, toute action contraire, certainement, signifie qu'il faut se retirer pour prendre sa position. Et jusque-là, on n'a pas encore vu. Est-ce qu'il y a des États qui se sont retirés? Pas encore. Vous voyez? On espère toujours que la discussion et le dialogue prendront le dessus. Voilà. Toujours sur cette question, on a vu que le Bénin est devenu ces derniers jours, on va dire, la cible de diverses accusations, autant de la junte nigérienne que de l'intérieur. On parlait de la position du Parti des démocrates. Quelle est votre lecture de cette situation? On a l'impression que ces dernières semaines, la junte nigérienne a choisi son bouc émissaire, le Bénin, dénoncer des accords militaires, faire circuler beaucoup d'informations autour du Bénin. Il y aurait une base française ici, on aurait débarqué de l'équipement. Quelle est votre lecture sur la question? Je pense que, vous savez, le monde d'aujourd'hui, il faut faire très attention, hein, il faut prendre avec des pincettes les informations. Est-ce qu'il y a des informations officielles? Ça, on ne le sait pas. Tout ce qui circule n'est forcément pas officiel. Vous
voyez. Donc, maintenant, si il y a une position qui est prise, c'est normal que peut-être l'autre côté aussi puisse prendre sa position et faire des déclarations. Donc, je conditionne tout ce que je dis par est-ce que c'est officiel ces informations-là? Parce qu'aujourd'hui, un individu de sa chambre peut balancer sur les réseaux les informations avec les images à l'appui. Vous voyez? Ce qui fait que notre rôle aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'authenticité de ces informations-là, la véracité de ces informations-là, pour savoir comment est-ce qu'on peut opiner là-dessus. Parce que tant qu'on n'a pas un acte officiel du gouvernement nigérien disant voici ma position par rapport au Bénin, on ne pourra pas opiner, logiquement. Sinon, on pourrait peut-être tomber dans la désinformation. Non, justement, ce sont des communiqués de la junte. Déjà, deux communiqués à l'endroit précisément du Bénin. Jusque-là, la junte indexait la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal avec des accusations d'envahissement à venir. Mais cette dernière semaine, c'est précisément sur le Bénin que portent les accusations. Justement, donc c'est officiel. C'est normal. La position, si elle est officielle, cette position-là, elle est normale. Parce que lorsque vous pensez que de l'autre côté, on veut vous envahir, c'est normal que vous réagissez. Donc, on ne peut pas dire ou demander aux gens de ne pas exprimer leur position. Voilà, quelle doit être la réponse du Bénin? Bon, est-ce que le Bénin a une réponse à donner? Je ne crois pas. On ne va pas entrer dans cette guerre de communication. Je pense qu'il vaut mieux. Nous continuons à croire à la coopération, à la discussion, toujours. On continue. Parce qu'il n'y a que ça qui puisse d'abord régler. C'est lorsqu'on a épuisé ces voies-là qu'on envisage en dernier recours la voie peut-être d'une intervention. Voilà. Sur cette question plus globalement, est-ce que les partis de la mouvance présidentielle ne sont pas restés quelque peu atones? Je ne veux pas dire, il y a les positions de principe, dénonciation, primauté au dialogue, à la diplomatie, mais on ressent quand même une certaine gêne. C'est un peu comme si ces différents partis marchaient sur des œufs, parce qu'on ne veut pas se mettre à dos une partie de la population, on ne veut pas passer pour des va-t-en-guerre, ainsi de suite. Est-ce qu'à force, les partis de la mouvance, comme le vôtre, ne sont pas au service minimum sur cette question? Service minimum, je ne crois pas. N'oubliez pas la base légale aussi. Acte de gouvernement. N'oubliez pas. Parce que, quoi qu'on dise, dans les relations internationales, cet acte-là, lorsqu'il est pris, ce n'est pas avec le consentement, ce n'est pas avec la concertation de quelqu'un. Le chef de l'État décide de faire. Il ne rend même pas compte. L'Assemblée ne peut même pas le demander. C'est ça l'acte de gouvernement. Vous voyez? Donc, s'il en est ainsi, je pense qu'il vaut mieux continuer à privilégier les recours de coopération, de discussion, de dialogue en tant que parti politique, vous voyez, et non d'aller dans les communications ou d'aller dans des communiqués à l'emporte-pièce. La situation ne demande pas cela. C'est déjà assez, peut-être, assez tumultueuse là, parce que ça a quand même des relations entre deux frères, deux États frères, je vais dire. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il faut marcher sur les œufs, parce que c'est délicat, et c'est très délicat. C'est très délicat. Voilà. Donc, les partis, vous ne considérez pas que les partis de la mouvance présidentielle, comme vous le dites, se cachent quelque peu derrière cet acte de gouvernement, comme vous le dites, pour ne pas... Non, un acte de gouvernement se cache pas derrière. C'est un acte juridique. Oui, justement. Prévu par la loi. Je pose la question parce que, à contrario du parti Les Démocrates ou du parti FCBE ou d'autres partis de l'opposition, vous êtes un parti de la mouvance présidentielle, donc on peut supposer que vous veniez en renfort, en tout cas au gouvernement. Mais on peut avoir l'impression que vous dites, bon, ça, sur ce coup, il faut aller doucement. Oui, il faut aller doucement. Dans tous les cas, sur ce coup, il faut aller doucement. Oui. Parce que vous l'assumez. Ce n'est pas que, oui, on l'assume. Oui. Ce n'est pas que, ça ne concerne pas que le Bénin. Oui. Vous voyez, il y a le Niger, il y a la CEDEAO, il y a la communauté internationale même, vous voyez. Donc, ce serait trop... Donc, autrement, vous concevez que Patrice Talon et son gouvernement passent aux yeux de l'opinion publique pour des va-t-en-guerre, mais que les partis, bon, non, oui. Je pense que la base, on ne sait pas quoi. C'est pourquoi au début, je disais que ici, il s'agit
ce n'est pas la décision unique du Bénin. Oui. On a voulu personnaliser en griffe le Bénin dans ce débat-là. Mais le Bénin est dans un ensemble. Oui, moi je vous parle de la résonance que cette question a au niveau des populations. Bien sûr, ça va de soi que cette résonance-là ne peut être unanime. Oui. Ça va de soi que la population ne peut pas être unanime autour. La population peut avoir sa position au regard de plusieurs autres paramètres qu'elle ne maîtrise forcément pas. Oui. Je vais reposer ma question. Oui. Quelle est votre part du procès d'intention que beaucoup font à Patrice Talon et à son gouvernement? Notre part ici, c'est peut-être d'expliquer aux gens, d'expliquer à ces populations-là. On ne sait pas si on va réussir, mais je pense qu'il faut l'essayer. D'expliquer à ces populations-là que ce n'est pas une décision de Patrice Talon. Ce n'est pas une décision du Bénin uniquement. Les gens oublient. Avant que le Bénin ne ferme sa frontière, il a fallu une décision, une résolution ou je sais pas, une recommandation, d'accord, de cette institution pour dire il faut fermer. Donc c'est juste une réponse à une injonction de la. Donc ce n'est pas une décision de Patrice Talon, ce n'est pas une décision non plus du Bénin. Voilà. Vous voyez? Et je le répète encore, s'il fallait aller peut-être dans le sens de la population, donc on me demande de nous retirer de ces instances-là. Et donc le choix sera plus facile pour nous. Plus facile. Justement, en parlant de la CEDEAO, de l'organisation, c'était de cette organisation sous-régionale qui, on va dire, est devenue, disons, la cible de toutes les critiques, même venant des intellectuels, même de ceux qui ont participé à l'élaboration de ces mêmes tests, les dénoncent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des tests de la CEDEAO, il y a, en tout cas au niveau de la CEDEAO même, il y a un travail à faire pour rapprocher un peu plus l'organisation des populations? Parce que ce qu'on sent, c'est quand même, quoi qu'on en dise, qu'il y a une certaine cassure. Absolument. Voilà. Absolument. Je pense que, et ça va de soi, est-ce que la CEDEAO est en train de se faire attraper par le nombre d'âge? Je ne sais pas, il faut actualiser, il faut réorganiser. Il faut que, parce qu'il n'y a pas de CEDEAO sans les populations. Oui. Si la CEDEAO est une instance supranationale, c'est d'abord pour le bien-être de la population. Quand vous voyez les objectifs de sa création, vous allez voir la libre circulation des personnes et des ressources, c'est d'abord pour la population. Donc, je pense que, quoi qu'on dise, est-ce que l'architecture aujourd'hui, ou cette CEDEAO prise telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle répond aux aspirations des populations? Point d'interrogation. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faille faire pour que cette CEDEAO puisse mieux répondre aux aspirations? Parce que les aspirations, ça change. Vous voyez, à la création de la CEDEAO, ce n'était pas les mêmes aspirations. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse africaine qui bouge, qui, avec les nouveaux moyens de télécommunication, ça passe, ça bouge. Et donc, je pense que la CEDEAO doit aussi bouger pour être en accord avec sa population, ou tenter quand même, ou essayer d'être un peu plus proche de sa population. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la population se sent un peu mise à l'écart par la CEDEAO. Il n'y a pas cette connexion-là entre la population et elle. C'est ce qui se constate sur les réseaux sociaux. Bouger. Est-ce qu'au niveau de votre parti, ce n'est pas une question colle, est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce qu'il y a des propositions déjà concrètes? Parce que c'est toujours la même question. Tout le monde veut qu'on écoute tout le monde. Oui, mais la CEDEAO est ci, la CEDEAO est ça. Mais quand on en vient aux propositions concrètes, il y a plus grand monde. Bon, comme vous savez, nous, on a des propositions concrètes. Oui. À Moelle Bénin, vous savez, nous proposons de manière concrète. Ici, nous sommes face à la situation. Et avant de faire des propositions plus crédibles, je pense qu'il faut mieux suivre encore cette actualité-là pour ne pas que des paramètres nous échappent. Mais dans tous les cas, on finira certainement par faire des propositions, il n'y a rien à faire. D'accord. Dernière question sur ce sujet bien précisément. On a commencé cet entretien par cette question d'idéologie, d'école politique, de formation des militants. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée au regard de ces coups d'État répétitifs dans les pays voisins? Et ce n'est pas l'occasion pour qu'un parti politique, pour que les partis politiques dans leur ensemble se saisissent de cette question et en fassent leur cheval de bataille en termes d'éducation des masses aux valeurs démocratiques? Est-ce que ce n'est pas, l'actualité ne vous sert pas quand même une question importante sur le plateau? Tout à fait, oui. Tout à fait. Je pense que vous avez totalement raison. L'actualité nous sert vraiment une occasion. Et je pense que, comme on l'a déjà dit, on a commencé déjà par y réfléchir, vous voyez, pour voir dans quel sens il faut aller. Mais on ne peut pas déjà à cette étape aller plus loin, parce que ce n'est pas encore fini. Vous voyez, peut-être il y aura d'autres changements de situation, on ne sait pas encore. Vous voyez, je pense qu'on continue, on suit l'actualité et on va continuer par analyser. Et donc,
à la fin de cette situation-là, on pourra tirer les conséquences et donc faire des propositions. Voilà, non, au-delà même du cas nigérien, au-delà de ce cas bien précis, oui. Je parle de la démocratie dans sa globalité, les valeurs que oui. Les partis politiques véhiculent, les valeurs démocratiques qu'on est censé défendre, prôner. Est-ce que d'ailleurs c'est pas le moment quand même, puisque voilà, ces situations-là nous mettent peut-être face à la réalité, parce que sur cette question-là également, les populations, on sent une certaine déconnexion de la masse par rapport à ces valeurs que nous prenons tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas du travail de ce côté-là? Oui, il y a du travail, il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Et je pense que les partis politiques en sont conscients. En tout cas, nous, à Moël Bénin, nous en sommes conscients. Et donc, ce travail, vous savez, un parti ne veut pas se lever du jour au lendemain et commencer par faire ce dont vous parlez. C'est toute une organisation, c'est toute une programmation. Et ce qui dit programmation dit beaucoup de choses. Vous voyez? Mais c'est déjà une occasion. Et déjà, au niveau des instances du parti, on en parle, on en discute. Et certainement, on suit cette actualité-là de près. Et au-delà de cette actualité, comme vous l'avez dit, même aujourd'hui, les valeurs démocratiques aujourd'hui ont-elles le même sens que ce qu'elles avaient en 90? Je pense que ça a évolué. Vous voyez? Et donc, cette évolution-là, on doit aussi tenir compte de la population, de la mentalité aujourd'hui. Vous voyez, quand on dit 90 à 2023, pas 2023, vous voyez combien ça fait? C'est beaucoup d'années déjà. Et donc, beaucoup de choses ont changé. Vous voyez? Donc, ces valeurs-là, je pense que les partis politiques ont du travail. Vous pensez qu'il faut re-questionner un peu tout ça? Absolument. Personnellement, je pense qu'il faut re-questionner un peu tout ça. Il faut re-questionner tout ça parce que... En quels termes? En termes d'architecture institutionnelle? En termes... Il faut réinventer certaines institutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? À tout point de vue. À tout point de vue. Institutionnel, oui. Est-ce qu'il faut réinventer certaines institutions? Je pense que oui aussi, parce que aujourd'hui, comme je le disais tantôt, la démocratie aussi, c'est un peu comme elle est la croisée des chemins. Hein. Aussi aujourd'hui, elle montre ses limites, en tout cas telles que pratiquées sous les tropiques. Elle montre aujourd'hui ses limites qu'on ne saurait ignorer, vous voyez, parce que en 90, on a raté le virage d'une adaptation aux réalités de chez nous. Et donc, on a fait le forcing. On a fait le forcing jusqu'à voir ce que nous avons là aujourd'hui. Mais à l'analyse, je pense que cette démocratie-là, c'est vrai, elle véhicule des valeurs qui sont les nôtres, mais elle reste encore à parfaire. Oui, encore sur cette question, beaucoup d'intellectuels ont leur avis, beaucoup de chroniqueurs, d'hommes politiques ont leur avis là-dessus, mais j'ai l'impression d'entendre cette petite musique depuis un moment. Oui. Bon, il n'y a pas de proposition concrète. Vous ne dites pas comme certains que la démocratie que nous pratiquons ici soit une démocratie vous avez parlé des tropiques, soit une démocratie, disons, que soit un replâtrage de ce qui est pratiqué en Occident et qu'il faille nous adapter à nos réalités. Ça encore, c'est une musique qu'on entend tout le temps. Alors, mais concrètement, ça voudra dire quoi? C'est d'abord intéressant que ce soit une musique qui revienne, comme vous l'avez dit. Oui. C'est très important parce que si cette musique-là revient plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, donc cette musique-là ne doit pas vous déplaire. C'est déjà très bien qu'elle revienne. Maintenant, concrètement, on pourra faire le débat. Parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi une crise intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les intellectuels, les élites, c'est le cas de le dire avec Moël Bénin, les élites engagées, il y a un manque, un déficit. Il y a du mal à inventer quelque chose qui nous corresponde comme tout le monde le souhaite. Alors, comment on en sort? Non, est-ce qu'il y a du mal à inventer? Il n'y a pas du mal. Oui, parce qu'il n'y a pas de proposition concrète. Lorsqu'on a fait, ça fait 23 ans, non, 33 ans. 33 ans de démocratie, on n'a pas de mal, on connaît les défauts. Vous voyez? Oui, mais quelles sont les pistes de solution? Il y a les pistes existent, sauf que, une fois encore, il faudra être prudent. Il faudra être prudent parce que certainement ce que vous pensez être mieux n'est forcément pas ce que l'autre pense. Vous voyez, c'est là peut-être la grande question ou le grand problème de ces intellectuels là aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on prend un point
de cette démocratie-là pour dire ce point-là, il n'est pas bon pour nous. Il y aura d'autres intellectuels qui viendront dire c'est très bien pour nous. Oui, bon, ça c'est normal, c'est le débat. C'est le débat. On va dire où est la force de conviction dans ce cas. Absolument. Ouais. Vous voyez, ce qui donc nous invite au débat. Oui. Vous voyez, et quand vous êtes invité au débat, vous êtes obligé de réfléchir, de continuer à réfléchir pour avoir des arguments pertinents pour convaincre l'autre, pour que si éventuellement on devrait changer des choses, mais personnellement, je pense qu'il y a des choses à changer. Personnellement, oui. Personnellement. Oui. Et au niveau de votre parti Ah oui. Le président Ayadji ne s'en cache pas. Quand ça ne va pas, il dit telle chose, telle situation. Donc, le problème ne se pose pas à notre niveau. Il y a des choses qu'on va changer, il y a des choses qu'on va revoir, il n'y a rien à faire, parce qu'après 33 ans d'une pratique, il n'y a rien à faire. On s'use pratiquement. Voilà, on va dire qu'on attendra les propositions. Parce que pour le moment. Oui, pour le moment. Bon, vous voyez, les intellectuels ont ce défaut-là. Ils prennent leur temps pour ne pas paraître précipités. Vous voyez, et pendant ce temps, les populations n'attendent pas. Non. Leurs préoccupations sont absolument urgentes. Absolument. Et on le voit aujourd'hui, on peut dire que la masse est quelque peu désorientée. Il y a des prises de position un peu partout, avec ces mêmes intellectuels qui prennent des positions, une position le matin et une autre le soir, au gré en tout cas, selon la direction du vent. Donc, on n'en sort plus. Non, on va s'en sortir, on va finir par s'en sortir. C'est déjà très bon et très bien qu'il ait ce débat-là, qu'il ait cette envie de changer, qu'il ait déjà cette force-là de dire que ça ne va pas, qu'il y a des aspects de cette démocratie-là qu'il faut revoir. C'est déjà un bon pas. En tout cas, à mon avis, c'est déjà un bon pas. On pouvait se taire pour dire, bon, en tout cas, on fait comme on a toujours fait. On pouvait dire cela aussi. Mais si déjà, il y a des positions pour dire non, on peut mieux faire, on peut adapter, on peut faire ceci, ça va finir par venir. Ça va finir par venir. Voilà. Maintenant, nous allons... je voudrais votre avis sur quelques actions du gouvernement à l'occasion de cette rentrée. Reversement d'enseignants, avance sur salaire aux AME, revalorisation des pensions des retraités, recrutement lancé dans la santé. On peut dire que cette rentrée au niveau du gouvernement est résolument sociale. Comment appréciez-vous ces différentes mesures? Il n'y a pas que cette rentrée, c'est tout le quinquennat du Patrice Talon qui est social, n'oubliez pas, hautement social. Ce n'est que le fruit des promesses qu'il a faites. Donc, je pense que de plus en plus, comme il a dit, lorsque la cagnotte le permet, il faut partager. Et je pense que c'est à saluer, à encourager, si on peut aller encore au-delà, parce que la population demande toujours d'aller au-delà. Mais c'est déjà très bien, ce pas-là qui est fait. Peut-être que on ne voit pas sensiblement ce que c'est, mais quand on entre dans les statistiques, c'est beaucoup de milliards. Oui, vous savez que les populations ne comprennent pas ce langage statistique. Vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant du marqueur principal de votre parti, c'est être avec les populations. Mais qu'est-ce que les populations, qu'est-ce qui explique toujours ce décalage entre ce que la résonance les actions du gouvernement et leur résonance dans la population? Vous voulez dire que la population ne reçoit pas bien cela? Les actions du gouvernement? On a l'impression que, au regard, à côté de ce que vous parlez d'une certaine population. Oui, on peut tourner ça dans tous les sens. Non, je pense que aujourd'hui, il est clair que quand on parle d'une population, c'est normal. Lorsque des actions sociales sont posées, il n'y a pas quand même une population qui puisse dire non, moi, ça ne me dit rien. Non, vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que une certaine population, la population des réseaux sociaux, bon, ça, on n'y peut rien. Et puis, chacun a le droit d'émettre son opinion. Dans tous les cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui est indéniable, qui est évident. Il y a du beau qui se fait, il y a du concret qui se fait. Il y a des efforts qui se font, vous voyez, au plan social. Et je pense que ces dernières mesures-là viennent nous montrer davantage la volonté du chef de l'État à quand même partager la carte nationale. Voilà. En parlant aussi des constantes macroéconomiques qui sont au vert, la note
du Bénin à l'international vient d'être confirmé une fois de plus. On a la montée en puissance de Glodjigbe, même la police républicaine sera livrée via cette plateforme. On a la reprise du projet asphaltage. En somme, on a un pays au travail. Que dites-vous de cette dynamique en cours? Au-delà de ce qui est convenu, on sait que vous êtes de la galaxie présidentielle. Comment appréciez-vous cette dynamique-là? Non, cette dynamique n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2016 que ça a commencé. Oui, c'est quoi cette dynamique? Ça se poursuit. Tout à fait, vous avez pris quelques exemples. Oui. Parce que, oui, je vous parle du moment. Du moment, oui. Cette dynamique-là a encouragé et que ça se pérennise. Vous voyez, a encouragé. Vous voyez, il y a des initiatives. Moi, quand je suis en face de ces initiatives-là, je me pose la question, je me dis, mais donc on pouvait faire ça? On pouvait faire comme ça? C'est la question que je me dis toujours. Si aujourd'hui le Bénin est exportateur de beaucoup de choses, je dis bien exportateur de beaucoup de choses, même si c'est encore au niveau un peu, ça n'a pas encore pris les grandes dimensions, ce qui le sera d'ici là, je pense que j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu trop de temps avant? C'est la question que je me pose. Lorsque je vois, vous avez évoqué tantôt l'asphaltage qui va reprendre, quand je vois les fruits de cet asphaltage-là, je me dis, mais si c'était ça on avait fait les 10 dernières années avant, qu'est-ce que 10 dernières années là qu'on est dedans donnerait? C'est la question que je me pose. Et je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas paressé un peu? Aujourd'hui, dans tous les cas, la dynamique est engagée, il n'y a rien à faire, ça va continuer. Ça va sérieusement continuer et les objectifs ou les visions du chef de l'État sont en train d'être atteintes et seront atteintes au-delà même des attentes des populations, au-delà. Oui. Voilà, la question qui se pose toujours du point de vue d'un parti politique, c'est quel est votre, au-delà d'apprécier ce que le gouvernement fait, vous êtes, on va dire, dans la même barque. Oui. Votre président est membre en tout cas d'un maillon important, nommé dans un maillon important de cette locomotive. La question qu'on pourrait se poser, quelle est votre part, en tout cas, de votre position, quelle est la part que vous prenez dans cette dynamique-là, au-delà de l'appréciation tout azimut? Notre part, elle est entière. Est-ce que vous mettez dans part... non, qu'est-ce que vous mettez dans part? En parlant d'action du parti politique, tout à l'heure, oui, il faut accompagner. Vous avanciez que vous ne faites pas qu'accompagner, vous critiquez quand ça vous dérange. Non, voilà. Non, ce n'est pas quand ça nous dérange. C'est quand il y a une injustice constatée, quand il y a une inégalité constatée. Et comme je l'ai dit, c'est toujours en faveur des populations. En faveur des populations. Ouais. Notre part, nous soutenons, nous accompagnons, comme on le dit. Lorsque c'est bien fait, nous allons le dire. Ces dernières actions-là, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon, on ne peut pas le dire, c'est bon pour tout le monde. Vous voyez, et on va continuer à demander davantage. Vous voyez, en tout cas dans les possibilités des moyens disponibles. Voilà, il y a une question qui promet de fâcher dans les chaumières. Encore une question importante, c'est cette grande question sur la démographie. Vous savez que ça a été annoncé, nous allons vers un grand débat, une grande concertation nationale. Le ministère en charge, en tout cas le ministère qui a le lead de cette question, c'est le ministère du Plan, dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Des travaux ont déjà commencé. Voilà, on sait que ça parle beaucoup autour de cette question de la démographie. Le conseil épiscopal du Bénin a pris une position dernièrement, a fait des travaux là-dessus. On sait que différents corps sociaux ont leur position sur cette question. Quelle est votre position à vous? Vous voyez, on ne peut pas refuser aux gens d'avoir leur position. D'accord? Sauf que nous sommes dans l'action. Vous voyez? Alors, puisque nous sommes dans l'action, nous avons des objectifs à atteindre. Vous voyez? Et les éléments ou les outils qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là, on va se les donner. Vous voyez? Et donc, c'est parce qu'on s'est donné ces moyens-là pour atteindre ces objectifs-là que, certainement, ça ne peut pas forcément faire l'unanimité, comme je vous le dis. Mais notre position, elle est claire là-dessus. Et j'ai été aussi clair en disant, pour atteindre ces objectifs, il faut se donner les moyens.
Et les moyens pour les atteindre ici, c'est bien sûr maîtriser les statistiques en matière démographique. Il faut savoir, c'est très important pour la mise en œuvre des politiques publiques en général et des politiques de gouvernement. Voilà, je vais expliciter un peu plus ma question. Oui. Ce n'est pas une question colle. Quand on écoute un peu ce que les Béninois disent, oui, en tout cas les quelques échantillons qu'on a, même certains leaders disent à propos de cette question importante, on a comme l'impression que ça se réduit à faire moins d'enfants ou faire d'enfants. Ça se réduit à ce que le gouvernement ait en tête. C'est une supposition de vouloir restreindre les Béninois dans leur liberté de faire des enfants. Est-ce que sur cette question également, comme beaucoup d'autres, ce n'est pas le rôle d'un parti politique de mâcher la question au niveau de ses militants et d'en sortir quelque chose en tout cas de précis pour compter dans les débats à vivre. Parce qu'on a l'impression que, bon, les partis sont là, oui, bon, voilà, on viendra et puis on laisse la place à la polémique. Le débat est tout à fait normal. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre un peu plus des partis politiques sur cette question essentielle? On ne vous demande pas d'être d'accord avec le gouvernement, mais on a envie de savoir quand même ce que les partis politiques pensent de ces questions essentielles. Oui. Je suis d'accord avec vous. On attend davantage des partis politiques sur cette question-là. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais sur la question elle-même, le débat va continuer parce que, quoi qu'on dise, une fois encore, il y aura plusieurs courants. Oui, d'accord, mais on attend ce que votre courant pense de cette question. Ce n'est pas consubstantiel juste à Moelle Bénin. On a l'impression que les partis politiques, vous parliez d'idéologie, vous parliez d'école politique tout à l'heure, on a l'impression que les partis politiques viennent toujours avec un train de retard sur ces questions essentielles. Parce qu'encore une fois, c'est une question qui risque, en tout cas, je suis totalement d'accord avec fouetter les oppositions. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que, vous voyez, avant de prendre la position, il faut que la question ait été épuisée dans l'opinion publique. Oui, mais le gouvernement a annoncé ce débat il y a des mois déjà. Je suis totalement d'accord avec vous. Oui. Mais lorsque vous ne laissez pas le débat sur son cours, les controverses, les apports, tout cela, c'est après l'analyse de tous ces apports-là que vous pourrez faire votre position. Bon, vous attendez que la concertation passe? Pas forcément. Oui. Pas forcément. Non, quand je dis c'est après l'analyse, je ne dis pas que le parti ira croiser les bras et attendre. Le parti aussi fait sa cuisine interne, d'accord? Œuvre pour et prend le sujet, fait le débat à l'interne, tout en écoutant, tout en ayant les autres sons de cloche. Parce qu'il ne s'agit pas... Vous voyez, lorsque vous êtes un parti politique, c'est différent d'un individu, c'est différent d'une institution. Oui, un individu peut se lever pour dire aujourd'hui, allez, voici ma position. Oui. Mais un parti politique, il faut faire très attention. Oui, ça va de soi. Je vous donne l'exemple de l'Église catholique. On connaît un peu comme on peut a priori préjuger de leur position sur la question. Bien sûr. Mais ils ont pris le temps de faire des concertations, de faire un travail, et eux, ils ont déjà affiché leur position. Il y a déjà quelque chose sur la table. Sauf qu'ils ne sont pas politiques. Ils ne sont pas politiques, mais ils seront invités à la concertation. C'est tous les corps sociaux. Si. Est-ce que les partis politiques, je repose ma question, n'ont toujours pas un train de retard sur ces questions essentielles? Est-ce que les partis politiques ne tardent pas à faire leur devoir? C'est fort possible. Oui. Sur cette question-là, sur ces questions, comme beaucoup d'autres. Bien sûr. Comme beaucoup d'autres. C'est fort possible. C'est ce que je vous expliquais tantôt, que les partis, en fait, ne peuvent pas tout de suite prendre de position à l'avance. Ça, je le dis. Je ne veux pas vous marcher sur la langue. Encore une fois, ce n'est pas tout de suite. C'est une question que le gouvernement a annoncée. D'autres corps sociaux ont pris le temps de travailler là-dessus. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais au niveau des partis politiques, on attend toujours. On attend toujours. Oui. Non, ça donne l'impression qu'on attend toujours. On n'attend pas toujours. Oui. On n'attend pas toujours. La question est débattue. La question fait l'objet de débat, l'interne, tout ça. Mais pour afficher sa position, et puis d'ailleurs, notre position à Moelle Bénin, ça déjà, vous devez pouvoir entrevoir. Non, on n'entrevoit rien. Mais écoutez, nous sommes de la mauvaise présidentielle. Ah oui, donc vous attendez le mot d'ordre du gouvernement On n'a pas un mot d'ordre. Oui. Non, ce n'est pas un mot d'ordre du gouvernement. Nous sommes partis à une action. Oui. Nous appartenons à une mouvance, d'accord, et que nous assumons. Oui. Et par conséquent, je ne vous ai pas dit qu'on ne fait pas le débat autour, on fait le débat. Oui. Mais lorsque vous avez fini de faire le débat à l'interne, vous appartenez à une mouvance, vous n'allez pas être solitaire. Il faut aller écouter cette mouvance-là aussi pour sortir
une position qui vous est commune. Oui. Donc, c'est peut-être... Encore une fois, ce que le gouvernement, si on s'en tient à ce conseil des ministres qui a annoncé cette concertation, le gouvernement n'a encore rien tranché. C'est à cause de ça que le gouvernement appelle à une concertation. Absolument. Alors, oui. Absolument. Et à cette concertation-là, le débat sera fait, davantage fait. D'accord, donc on attendra cette concertation pour avoir votre avis sur la question. C'est cela. Voilà, on tend vers la fin de cet entretien. Oui. On va revenir sur une question éminemment politique. Oui. La Sénat vient d'entamer une mission de contrôle des différents partis politiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Que trouvera-t-elle chez vous? La maison est bien tenue ou voilà? Elle a toujours été bien tenue. Notre maison est bien tenue. Et puis, vous voyez, les exigences pour être parti politique, déjà, vous obligent à certaines choses. Vous voyez, lorsque vous respectez tout cela, je pense que la maison ne peut être que bien tenue. La nôtre, en tout cas, elle est bien tenue. Donc, il n'y aura rien? Non, rien. Non. Et je vous ai dit, s'il doit y avoir des choses... il n'y a pas de cadavres dans les placards? Non, pas à Moël-Bénin. Pas à Moël-Bénin. Non, pas à Moël-Bénin. pas à Moël-Bénin. Pas à Moël-Bénin. Jamais. D'accord. Puisque nous travaillons dans la vérité. Voilà. Juste pour finir, vous avez sabré le champagne pour la nouvelle nomination de... Oh oui, écoutez, c'est normal, c'est un événement heureux. Vous voyez, et il faut l'encourager parce que c'est aussi le lieu de le dire. C'est pas facile de prendre... Il prend des risques, il prend des positions, ce qui n'est pas facile du tout. À l'interne, on ne le comprend pas souvent. On ne le comprend pas. Certainement, on va finir par le comprendre. Donc, une fois encore, il a encouragé, il est à porter. On doit le porter. Les Béninois doivent le porter, quelle que soit leur position. Je pense qu'on doit le porter et l'encourager à aller plus loin. Vous voyez, et à garder toujours sa position. De dire la vérité, la position du parti d'ailleurs, de toujours dire la vérité, bien qu'étant dans la mouvance. Voilà, nous sommes à quelques encablures de la fin de cet entretien. Je vous laisse la parole pour dire ce qu'on n'a peut-être pas dit. Je pense qu'on a tout balayé. Hein. Oui. Je pense qu'on a tout balayé. Oui. Mais je tiens à rappeler que une fois encore, le parti Moël-Bénin, il est dans la dynamique de grandir, d'aller davantage, de conquérir du terrain. Et donc, certainement, va se donner les moyens pour y arriver. Et je pense que son appartenance à la mouvance présidentielle est ressentie et aux actions, surtout du chef de l'État, son soutien reste ressenti. Parce que le chef de l'État aussi a besoin d'être accompagné aussi, a besoin d'être encouragé, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut quand même que pour ces actions-là, salutaires qu'il pose, pour cette vision qu'il a pour le pays, je pense qu'il faut l'accompagner, il faut l'y encourager, parce qu'une fois encore, le président Talon, il est courageux. Quand vous lisez les réformes qui sont prises, des réformes courageuses. Je ne dis pas que les autres n'ont pas été courageux, mais ils n'ont pas peut-être manqué. Ils ont manqué peut-être de quelque chose. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir une vision. Lorsque vous êtes un chef d'État, lorsque vous avez une vision, vous vous donnez les moyens pour atteindre cette vision-là. Je pense que le président Patrice Talon le fait. Et donc, il est encouragé à soutenir et à porter davantage. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire autour de ce congrès ordinaire du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël-Bénin. Nous avions à table aujourd'hui le directeur de la cellule juridique du parti Moël-Bénin. Je veux nous rappeler son nom, Modeste Desrotin. Je rappelle également que vous êtes docteur en droit public et expert en décentralisation. Merci. Merci pour vos réponses et merci pour en tout cas ce que vous nous avez apporté ce matin, mesdames et messieurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques réponses à vos questions au sujet de ce parti et de ses positions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous allez nous retrouver dans quelques instants avec le duel de dimanche, c'est politique.